BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, La Durée et autres marques vaisseaux amiral des Champs-Élysées se préparent en vue des JO Paris 2024. Un événement qui devrait drainer beaucoup de monde, tant de touristes étrangers que de Français. On attend plus de 11 millions de visiteurs pour les JO et 14% d'étrangers. J'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Caron, directrice générale de La Durée. Pour en parler, je serai également accompagnée de notre expert Julien Rebel, directeur général d'Altavia Palace. Notre start-up cette semaine, c'est Max de Génie. Des préparations culinaires avec un indice glycémique réduit. On accueillera la cofondatrice de cette start-up, Eugénie Girardot. Et puis on finira par le chiffre de la semaine qui illustre le désamour des Parisiens pour l'avenue des Champs-Élysées. A tout de suite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Il n'y a pas que le comité des Jeux Olympiques ou les athlètes qui se préparent aux Jeux. Les grandes enseignes ou marques sont aussi dans les starting blocks. C'est ainsi qu'on a vu apparaître par exemple Lululemon sur les Champs-Élysées. D'autres enseignes comme Sephora ou encore Zara ont fait d'importantes rénovations. La Durée, après plusieurs mois de fermeture pour rénovation, a aussi pris une nouvelle dimension, tant physique, en passant de 650 à 1000 mètres carrés qu'expérientielle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mélanie Caron. Bonjour. Vous êtes directrice générale de La Durée. À mes côtés également Julien Rebel. Bonjour, vous êtes directeur général d'Altavia Palace. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Au sortir des confinements, La Durée affaiblie a changé de main au printemps 2021 avec un nouveau propriétaire, le Love Group. Est-ce que c'est ce qui explique aussi ces différentes transformations, rénovations? Alors, un changement d'actionnariat dans la vie d'une entreprise, c'est toujours un moment effectivement de transformation. Depuis 2 ans, nous avons à cœur effectivement de réinvestir la marque, de continuer à la déployer. La marque est présente sur les Champs-Élysées depuis bientôt 25 ans. C'est une marque qui existe depuis 160 ans, donc une marque patrimoniale française et qui a un capital et un potentiel énorme et donc, que nous avons à cœur justement de développé depuis ces 2 dernières années notamment, oui. La Durée qui était passée encore sous Holder de 100 millions de chiffre d'affaires à 50 millions. C'est ce qui explique aussi cette volonté de dynamiser les différentes boutiques. En fait, nous sommes présents dans 20 pays et on remarque effectivement à chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays, ça a été le cas du Mexique l'année dernière, que la marque reçoit un très bel accueil. Et puis en France, qui reste notre marché principal, la marque est présente, elle est dans le cœur des Parisiens. Moi, j'ai un nombre incalculable d'anecdotes qui me sont racontées par nos clients qui se souviennent qu'ils y allaient quand ils étaient enfants, etc. Et donc, on est vraiment dans une marque patrimoniale qu'il faut évidemment continuer à développer et à enrichir. Alors vous êtes signataire d'un contrat de licence avec le Comité international olympique pour des produits aux couleurs des JO. Tout à fait. Quels sont ces produits et comment seront-ils distribués? Pour nous, c'était important de participer à cette grande fête populaire que sont les Jeux Olympiques. Donc assez rapidement, nous avons pris attache avec les personnes en charge de Paris 2024 et du développement des produits sous licence. Et nous avons donc développé une gamme de coffrets dédiés, donc vraiment des coffrets souvenirs qui marqueront l'événement, des macarons dédiés, des pâtisseries dédiées, à la fois pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques. Et puis, il se passera un certain nombre d'animations dans nos points de vente, notamment sur celui des Champs-Élysées, qui bien entendu sera quand même au cœur du sujet pendant la période des Jeux Olympiques. Et puis vous allez également lancer des langues de chat très colorées pour les JO de Paris 2024. C'est vrai qu'on a l'habitude chez La Durée de produits très identitaires comme le macaron. Est-ce que ça montre une volonté de se renouveler, d'élargir la gamme? Alors l'innovation autour de la gamme est très importante chez nous. On a effectivement lancé l'année dernière un nouveau produit qui s'appelle Eugénie, on y reviendra peut-être. On a relancé les langues de chat puisque c'est un produit qui existe chez nous depuis très longtemps et on l'a vraiment décliné en fin d'année dernière et on travaille effectivement une boîte de langue de chat spécifique à l'occasion des Jeux Olympiques comme une petite bougie parce que pareil, la maison offre depuis très longtemps une gamme de bougies assez large dans les boutiques. Donc on a profité aussi des Jeux Olympiques pour proposer une senteur particulière. Ces langues de chat, elles sont produites dans votre atelier à Morangis? Absolument. Et donc en fait les langues de chat, c'est vraiment un biscuit très simple qui passe au four, enrobé de chocolat, qui existait en fait historiquement chocolat au lait, chocolat noir, qu'on a développé avec des saveurs vanille, caramel,
yuzu, citron, fraise. Elles sont produites en fait dans les différents endroits de production, si vous voulez, dans les différents marchés en fait. Donc on a la production dans chacun de nos pays. Nous avons un atelier de production qui produit ces langues de chat. Comme vous nous l'avez décrit, ça donne envie en tout cas. Fin 2023, le vaisseau amiral des Champs-Élysées a rouvert ses portes avec une possibilité de 15% de trafic supplémentaire. Le premier étage a été aménagé pour accueillir des événements aussi, des événements d'entreprise. Oui. Et puis vous voulez augmenter aussi la part de la clientèle locale qui, je crois, est aux alentours de 25-30% aujourd'hui. Est-ce que c'est la pandémie qui a un peu remis les pendules à l'heure? Alors, notre adresse des Champs-Élysées a historiquement accueilli une clientèle, notamment le midi, qui est une clientèle qui travaille sur les Champs-Élysées, une clientèle de quartier au fond, mais pas une clientèle d'habitants, mais plutôt une clientèle de travailleurs. Évidemment, en plus de la clientèle touristique qui se balade, vous le savez très bien, en long et en large sur les Champs-Élysées. Notre volonté avec cette rénovation, c'était aussi de proposer vraiment des nouvelles expériences, de montrer à voir aussi notre savoir-faire. C'était important pour nous de remettre les pâtissiers au centre du débat. Donc on crée un bar à dessert où les clients peuvent venir voir les pâtissiers au travail. Il y a des événements, on a effectivement créé une salle spéciale en fait pour recevoir les événements, vous le mentionniez à l'instant, parce qu'on a de la demande en fait, parce qu'il y a des entreprises qui travaillent autour des Champs-Élysées et que les lieux de réunion à l'extérieur des bureaux ne sont pas très fréquents. Donc on répond aussi avec ce salon à cette demande bien réelle d'une clientèle en fait locale, même si elle n'est pas résidente sur les Champs-Élysées. La durée est connue dans le monde entier pour ces macarons, mais vous êtes assez avare en chiffres. On ne sait Oui. pas combien de macarons sont produits, mais on se doute que ce sont des millions. Est-ce que vous pourriez quand même nous dire la part du chiffre d'affaires du macaron dans le chiffre d'affaires global? C'est quoi, 70%? Alors ça va dépendre des pays. Nous avons un modèle qui est très adapté en fait à chaque pays. Donc typiquement en France, oui, le macaron représente au-dessus de 50% du chiffre d'affaires, mais ça ne va pas du tout être le cas, par exemple, dans des pays où l'activité, je dirais, de salon de thé, de restauration est beaucoup plus développée. Ça va être le cas, par exemple, dans les pays du Golfe, où on a, je dirais, l'offre la durée se recentre beaucoup autour des gâteaux à l'assiette, du pain perdu, etc. Et où le macaron a une part de business qui est plutôt autour de 20%. Les pays aussi dans lesquels le macaron fonctionne très bien sont les pays du type Japon. On est présent au Japon depuis une quinzaine d'années, donc la marque est très installée au Japon. Le macaron est identifié par la population japonaise, ce qui n'était quand même pas gagné, comme vraiment une pâtisserie emblématique de la France que l'on offre et qu'on s'offre aussi. Et puis enfin, aux États-Unis, on va être sur un product mix qui va être assez similaire à ce qu'on voit en France, avec à peu près la moitié du business qui tourne autour des macarons. Donc ça va vraiment dépendre des territoires et des habitudes de consommation. En octobre 2021, on apprenait que ce macaron, symbole du chic à la française, était fabriqué en Suisse, fait qui a été confirmé à l'époque. Il semblerait que le nouveau propriétaire n'ait rien changé à cette situation. C'est toujours fabriqué en Suisse, ces macarons, et pourquoi? Donc c'est là où il y a effectivement toujours beaucoup de subtilité dans l'information qui est transmise. Globalement, nous avons des centres de production qui accompagnent le développement de la maison. Il y a un centre de production en Suisse, oui, ce n'est pas le seul. Nous avons des centres de production aux États-Unis, nous avons des centres de production au Japon. Et en tout état de cause, la production de nos produits est en pleine réflexion, puisque la maison est en pleine réflexion. Donc ça fait évidemment partie des dossiers qui sont sur mon bureau aujourd'hui. Donc cette production pourrait être rapatriée vers la France ça fait partie des dans les prochaines années. D'accord. Les macarons sont congelés après fabrication. Comment ils sont dispatchés depuis le canton de Fribourg? Alors, en fait, ça va dépendre de où ils sont produits. Hein. Donc, effectivement, c'est un produit, et d'ailleurs, je pense que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent le savent. En l'occurrence, la congélation, évidemment, est très pratique pour le transport du macaron, mais elle fait aussi partie de la recette. C'est-à-dire que la congélation permet aussi de garder cette espèce de croquant du macaron. Donc, évidemment, nous participons à ce process. Les macarons sont ensuite distribués dans les différents lieux de vente en fonction de où se trouvent les boutiques. Et encore une fois, en fonction des centres de production desquels ils sortent. Donc les commandes en ligne sont aussi directement envoyées depuis le canton de Non, les commandes en ligne partent de notre laboratoire de Morangis en région parisienne. D'accord. Alors depuis février 2023, vous l'avez mentionné, la durée a étoffé son offre avec un nouveau produit baptisé Eugénie. Alors Eugénie qui ressemble à un macaron mais qui n'est pas un macaron. Oui, absolument. Ce qu'on voulait faire avec le produit qu'on a baptisé Eugénie en hommage à l'impératrice qui était
je dirais, une trendsetteuse en avance sur son temps et qui a eu un impact assez important sur la société. Donc son personnage nous intéressait pour continuer à finalement nourrir l'imaginaire de la maison. Donc on l'a baptisé Eugénie. C'est un biscuit qui est enrobé de chocolat et garni. Donc on a une 8aine de recettes à date, chocolat, pistache, fraises, yuzu, etc. Donc l'idée avec ce produit, c'est aussi de répondre à une clientèle qui est plus friande de chocolat et peut-être un peu moins de macarons. Et puis c'est un produit qui se garde aussi un peu plus longtemps, donc il est plus facile aussi pour faire des cadeaux, puisque la marque La Durée est aussi une marque de cadeaux. C'est une marque qu'on offre et qui est aussi très prisée pour, voilà, dans les moments, je dirais, festifs et de cadeaux. Et d'ailleurs, le biscuit sablé d'Eugénie est sans gluten. Sans gluten, oui, absolument. Vous n'utilisez ni additifs ni colorants dans les macarons. Vous avez procédé au désucrage aussi d'un bon nombre de produits. Est-ce que c'était une forte attente des consommateurs de consommer des pâtisseries plus saines? Alors, je dirais, la marque n'a jamais utilisé de colorant non naturel, n'a jamais utilisé d'additifs, n'a jamais utilisé de conservateurs. Donc ça, c'est pour le coup vraiment l'héritage sur la promesse, je dirais, produit. Et nous avons effectivement travaillé au désucrage. Alors, bien sûr, parce que c'est une attente, mais aussi parce que finalement, on ne se rend pas compte, mais nos palais ont changé. Nous avons l'année dernière fêté nos 160 ans, il y a 2 ans maintenant, c'était en 2022. Et à cette occasion, le chef a refait des recettes qui étaient relativement anciennes, 25, 30 ans, et les premiers essais étaient extrêmement sucrés. Et on ne se rend pas compte à quel point notre palais a évolué, et en réalité, aujourd'hui, on mange beaucoup moins sucré que ce qu'on le faisait il y a 25 ans ou 30 ans, avec une vraie exigence sur les saveurs, je dirais, authentique. Donc assez naturellement, évidemment, nous on accompagne ces transformations des demandes du consommateur. C'est vrai qu'on s'habitue à ce désucrage, c'est ce que vous venez d'expliquer. Absolument. On va passer tout de suite au focus de la semaine. C'est vrai qu'on le disait, Julien, on voit cette mue, cette transformation des Champs-Élysées en vue des JO 2024. Cette avenue emblématique qui va changer totalement de visage avec de nouveaux acteurs, d'autres qui sont toujours là mais qui vont changer d'adresse. Absolument. Noémie, on sort d'une période morose qui a plombé l'attractivité des Champs-Élysées. On a eu la crise des Gilets jaunes. On a eu évidemment le Covid. Et aujourd'hui, c'est une toute autre dynamique portée par une conjoncture favorable. Il y a un projet majeur de rénovation des Champs-Élysées qui a démarré en 2022 et qui a des effets visibles dès 2024 puisque les Champs-Élysées sont au cœur des Jeux Olympiques. Alors, du coup, dans cette période de transformation et de travaux, de grands bouleversements, c'est un peu la valse des enseignes. Et quels sont les principaux mouvements de transformation qu'on va pouvoir voir sur ces Champs-Élysées? Alors, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle les transferts. On a Foot Locker qui a... Un peu comme dans le foot. Exactement. On change d'emplacement pour souvent trouver des meilleurs emplacements. Donc Foot Locker a déménagé récemment. On a Adidas qui est en train de déménager du rond-point des Champs-Élysées, qui est une zone plus froide que là où il va. Il va au centre des Champs-Élysées, à l'emplacement où était H&M. Ça va ouvrir dans les jours qui viennent. On a Levi's aussi qui prend la place de feu Disney Store, malheureusement. Donc ça, c'est la première catégorie des transferts, ce n'est pas les seuls. On vient de l'évoquer avec La Durée, les rénovations lourdes. On a Renault qui va réouvrir son atelier avant les JO et qui va avoir fait une grosse transformation. On a eu Sephora, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui ont également transformé qui ont fait des grosses rénovations en vue justement des JO. La troisième typologie, c'est l'arrivée des nouveaux conquérants qui sont en pleine expansion. On a le cas, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, de Lululemon qui a ouvert son deuxième flagship il y a un peu plus d'1 an maintenant sur les Champs-Élysées. C'est évidemment pour conquérir la France. On a JD Sport, une enseigne de sport anglaise qui arrive en masse en France et qui a choisi aussi les Champs-Élysées comme vitrine pour dire « je suis là, j'arrive ». Et on a un autre exemple, Restauration Hardware, RH, qui est... Très connu aux États-Unis, exactement, mais que les Français ne connaissent pas encore. Pas du tout, puisqu'il a choisi de s'installer sur les Champs-Élysées à la place de l'ancien Abercrombie & Fitch pour se présenter et donner le coup d'envoi de la marque en Europe. Ça, c'est la troisième typologie. La quatrième, c'est les prises de guerre. On voit Moncler qui a pris l'emplacement traditionnel qu'avait Nespresso. Et on a aussi et surtout LVMH qui
en plus de ces emplacements existants, on a appris qu'ils allaient ouvrir un hôtel dans les anciens bâtiments de la banque HSBC. C'est un projet assez pharaonique qui ouvrira en 2027. Et puis, on l'a appris à Noël, LVMH a racheté le 150 avenue des Champs-Élysées pour en faire, ils vont placer Dior dans ce bâtiment pour en faire des bureaux et probablement des boutiques. Voilà, donc c'est beaucoup de modifications. Et voilà. Sont les cinémas qui subissent une baisse de fréquentation, et puis les gagnants, qui sont plutôt les enseignes de sport et de luxe, comme vous l'avez dit, les magasins éphémères qui ont aussi la cote. Et comment on l'explique ça? Parce que c'est quand même un investissement. Oui, alors les magasins éphémères, effectivement, c'est les grands gagnants aussi, puisqu'ils vont profiter des cellules vacantes, des emplacements vacants, justement, liés à cette valse des enseignes. Et c'est un peu comme les billets pour les JO. C'est-à-dire que c'est rare et c'est cher. Et pourquoi ça peut être intéressant? C'est parce que on peut avoir plus de créativité et de singularité dans notamment l'image dans les magasins éphémères. On a le cas, notamment Louis Vuitton, une fois de plus, a pris l'emplacement de Samsung pour présenter sa collection avec de Pharrell Williams. Il a fait une façade remarquable en damier doré à l'image de Vuitton, ce qui aurait été complètement impossible si ça n'avait pas été un bail éphémère. Et dans le même temps, et ça tout le monde... Personne ne peut rater la malle Vuitton qui est en ce moment sur les Champs-Élysées et qui va y rester normalement, qui est en fait rien d'autre qu'une palissade de travaux qui cache les travaux pour l'hôtel LVMH. Et en réalité, la façade n'est pas du tout réglementaire. Et comme c'est une palissade de chantier, elle est même considérée comme une enseigne temporaire immobilière. Et de ce fait... Vivement contestée aussi par les écologistes, parce qu'elle ne correspond pas aux normes, en fait. Exactement, et elle a pu passer au travers... L'architecture haussmannienne, mais aussi la hauteur qui est au-delà des normes. Et justement, elle est passée au travers, puisqu'elle a échappé au règlement local de publicité, le RLP, et également à l'accord des architectes des bâtiments de France, les ABF, qui sont très, très tatillons sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup, Julien Rebel. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Et nous découvrons une nouvelle start-up cette semaine avec Eugénie Girardot. Bonjour, vous êtes cofondatrice de Max de Génie. Ce sont des préparations culinaires qui permettent de faire en 5 minutes chrono des desserts, des goûters, aussi des plats salés. Bon, il faudra ajouter le temps de cuisson, bien sûr. La différence par rapport aux préparations pour pâtisserie classique, c'est l'indice glycémique réduit. Alors pourquoi ce choix de préparation culinaire à indice glycémique réduit? Alors c'est une très bonne question, bonjour déjà. On a réalisé aujourd'hui qu'on consommait 4 fois trop de sucre par rapport à ce que recommandait l'Organisation mondiale de la santé. Et donc pour pouvoir pallier justement à cette surconsommation de sucre, tout en restant gourmand, on a souhaité inventer des préparations à refaire en 5 minutes top chrono, puisque voilà, on cuisine aussi de moins en moins, qui nous permettent de se régaler avec des préparations plus saines, moins sucrées. On va avoir entre moins 30 et moins 50% de sucre et un impact réduit sur la glycémie. Donc quand vous mangez par exemple une part de fondant au chocolat ou un muffin, vous avez le même impact qu'une pomme sur votre taux de sucre. Donc c'est assez magique. Tout ça de façon 100% naturelle et fabriqué de façon artisanale dans notre atelier. Et puis je crois que ça vient aussi de votre grand-père qui était diabétique et donc interdit de dessert. Comment sont élaborées ces recettes et créées ? Alors, on a élaboré aujourd'hui les recettes à l'aide de diabétologues aussi, de chefs pâtissiers, évidemment, pour le côté gourmand. Et on élabore toutes les recettes en interne. Elles sont ensuite testées en laboratoire pour approuver de l'indice glycémique, donc pour attester justement qu'elles ne font pas grimper la glycémie. Et ensuite, elles sont réalisées dans notre atelier, justement, dans les Yvelines. Ça prend du temps pour sortir un nouveau produit ? Ça prend en moyenne, on va dire, 8 mois entre l'élaboration, le sourcing des matières premières et la mise sur le marché. Oui. Est-ce que vous avez prévu de sortir une préparation spéciale JO ? Pas encore pour le moment, puisque tous nos produits sont déjà adaptés aux sportifs. Et donc, on peut justement les fournir avec des préparations pour l'avant-compétition. Et là, qu'est-ce que vous nous avez amené sur ce plateau ? Là, j'ai fait des muffins donc avec une couche chocolat au milieu pour encore plus de gourmandise, en forme de petit cœur, puisque c'était la Saint-Valentin cette semaine. Donc, voilà, je vois Julien Rebel qui est en train de boucher sur l'assiette. N'hésitez pas à goûter, Julien, et puis comme ça, vous allez nous dire si on sent cet indice glycémique réduit. Et puis, pendant ce temps, je vais poser une question à Mélanie Caron. Alors, dans la croissance de la durée, passera par un développement à l'international. Il faut dire qu'à Paris, le paysage
concurrentiel est plutôt foisonnant. Est-ce que c'est plus simple de développer à l'international avec cette image de pâtisserie à la française? Alors, je dirais l'environnement parisien est très propice à la stimulation. Effectivement, la pâtisserie est vraiment en mouvement à Paris. Il y a énormément de nouvelles offres, énormément d'innovations. Ce qui pour nous est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on continue d'être dans un métier qui est plein de vigueur. Le développement à l'international, nous sommes présents à l'international depuis une trentaine d'années, aujourd'hui présents dans 20 pays. Évidemment, quand on part à l'international, on défend la pâtisserie française, on défend l'art de vivre à la française, et on fait voyager finalement nos religieuses, nos éclairs et nos millefeuilles dans les différents pays dans lesquels on s'installe. Donc c'est vrai que l'étiquette France, l'étiquette pâtisserie française, évidemment, on rencontre un certain succès dans les différents pays dans lesquels on s'installe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la durée va aussi couvrir les nouveaux usages de la consommation de la clientèle urbaine à travers l'ouverture de nouveaux coffee shops. Quelle est l'originalité de ce nouveau concept? Alors, ce qui nous intéressait avec le coffee shop, c'était effectivement d'avoir une proposition pour le quotidien, donc très bonne sur le café et très bonne sur ce qu'on y mange. Le constat qu'on faisait, c'était aussi de se dire, finalement, la consommation du café un peu à l'emporter, évidemment, c'est considérablement développé en France comme partout, et qu'il y avait vraiment une place à prendre sur une offre de café et de nourriture de très bonne qualité. On a développé toute une série de pâtisseries à emporter, donc ce qu'on appelle les finger pâtisseries, qui reprennent en fait nos recettes traditionnelles historiques de la maison en format plus commode. Et on a aussi développé une gamme de cookies, donc très dans l'air du temps, je dirais, du coffee shop, mais la version la durée, donc très très bon et puis très gourmand. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs enseignes qui développent toute cette dimension de coffee shop. On a reçu également l'enseigne Paul sur ce plateau qui développe aussi ce concept. Vous avez dit dans une interview que ce concept sera développé en propre dans un premier temps et ensuite développé en franchise, principalement au Japon et en Chine. Pourquoi spécialement ces deux pays? Parce que ce sont des pays dans lesquels on sait qu'il y a une très forte consommation de boissons chaudes et de café en particulier. Alors c'est particulièrement surprenant dans ces deux pays qui sont historiquement des pays de culture du thé. Le développement se fera aussi très fortement aux États-Unis parce que c'est pareil, le café fait partie du quotidien de la clientèle américaine et donc on pense que ce sont des formats qui ont particulièrement du potentiel dans ces marchés. Donc oui, en propre évidemment et aussi au travers de franchises comme c'est le modèle aujourd'hui de la durée. Bon alors Julien, vous avez testé? J'ai testé, on attend la fin de l'émission pour déguster tous ensemble, c'est délicieux. Et moi j'avais conquis. Mais bien sûr, conquis, puis surtout j'avais l'eau à la bouche avec toutes ces recettes évoquées. J'avais une question concernant votre flagship des Champs-Élysées. Oui. Vous avez donc un magnifique flagship, vous avez une terrasse et une contre-terrasse à votre identité. Il y a un projet d'harmonisation de la ville de Paris pour justement harmoniser toutes les terrasses des Champs-Élysées. Est-ce que vous allez être contraint de modifier votre terrasse? Absolument. En tant que commerçant de l'avenue des Champs-Élysées, nous respectons bien évidemment le règlement des Champs-Élysées. Et la mairie a entamé il y a quelques temps déjà un projet de refonte complète de toutes les contre-terrasses des Champs-Élysées en vue d'harmoniser finalement ces contre-terrasses afin peut-être de mettre un terme à des terrasses un peu plus sauvages, un peu moins élaborées et sophistiquées que celles que nous avons aujourd'hui. Donc tout naturellement, nous serons prêts pour les JO avec la nouvelle terrasse proposée par le comité des Champs-Élysées et la mairie de Paris. Eugénie Girardot, vous approvisionnez dans le moulin de la famille. Vos produits viennent de France à 80%. Vous êtes distribué sur votre site, dans les épiceries, aussi en boutique vrac, en magasin bio. Comment on trouve sa place parmi les grands du secteur? Je pense à Alsa, je pense à Nestlé. Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Alors aujourd'hui, on essaye vraiment d'apporter notre valeur ajoutée, c'est-à-dire de pouvoir apporter des produits qui vont être moins sucrés, qui s'adaptent aussi à des gens qui souhaitent manger de façon un peu plus saine. On a des marques comme Alsa ou Nestlé qui ont malheureusement très peu innové sur ces 30 dernières années. Donc on arrive vraiment avec une proposition de valeur qui va être un peu plus adaptée aux nouvelles tendances alimentaires aujourd'hui, en fait, notamment avec des produits moins sucrés, avec un indice glycémique faible. C'est intéressant ce que vous dites. Il y a un manque d'innovation aujourd'hui dans le secteur des préparations culinaires. On va dire qu'on est sur des gros acteurs qui ont fait leur place il y a une trentaine d'années. Donc effectivement, il y a potentiellement un peu d'innovation à faire sur ce secteur-là pour que les gens continuent à cuisiner à la maison, mais de façon plus saine. Vous avez des projets d'expansion pour les années à venir? Oui, totalement. Alors évidemment d'élargir notre gamme
également d'aller à l'international sur des produits, sur des magasins éventuellement en Europe et également aux États-Unis. Et également potentiellement d'avoir une boutique, on ne sait jamais, un café qui pourrait être justement avec nos produits, ça pourrait être aussi intéressant. Mélanie Caron, la mode dans l'alimentation, comme par ailleurs, c'est la personnalisation. Est-ce que vous en faites sur les macarons? Est-ce que vous imprimez des images, des logos? Oui, alors on peut personnaliser effectivement nos macarons, on peut personnaliser aussi nos coffrets, et puis on peut faire toutes les pâtisseries à la demande du client et donc répondre aux désirs les plus fous, puisque nos brigades de pâtissiers sont là pour effectivement rendre les moments de consommation les plus personnalisés possibles. Et je me posais une question, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour l'aide à la création de recettes? Alors, pas sur la création de recettes, on l'utilise davantage sur des sujets de communication et d'image. Très récemment, on a fait quelque chose qui est très rigolo avec l'intelligence artificielle. On a recréé le portrait de notre fondateur, Louis-Ernest Ladurée, donc qui a créé la maison en 1862. Nous avions des images de sa famille, des indices, mais nous n'avions pas de portrait à proprement parler du fondateur. Et donc, grâce à toutes ces données que nous avons rentrées dans la petite machine, est sorti le portrait de notre fondateur. Donc, c'est vraiment un clin d'œil très sympa. Voilà, portrait du fondateur qui est probablement à découvrir dans le flagship. Exactement, qui sera exposé dans le flagship des Champs-Élysées dans les jours à venir. Merci Mélanie Caron. On passe aux chiffres de la semaine. Un chiffre cette semaine, Julien, qui illustre le désamour des Parisiens pour l'avenue des Champs-Élysées. Et oui, puisque simplement 5% des passants des Champs-Élysées sont des Parisiens. Alors, ça s'explique tout simplement parce que l'offre est vraiment destinée aux touristes, qui représentent 80% du flux. Et en fait, finalement, les Champs-Élysées, on peut comparer ça à un grand duty-free avec les mêmes composantes. Un parcours client facile et évident, un aller, un retour, une face paire, une face impaire, jalonnés de marques iconiques et désirables, magnifiées dans leur flagship, à l'instar de Ladurée. Une offre de restauration pour faire des pauses variées, pour tous les goûts, Frenchy mais aussi international. Et puis des touristes captifs, des touristes en vacances, des touristes sous le charme, cherchant à profiter de leur présence sur les Champs-Élysées pour avoir une expérience de marque inoubliable, unique, dont ils se souviendront toute leur vie. Voilà, seuls 5% de Parisiens qui se promènent sur les Champs-Élysées. Le comité des Champs-Élysées qui étudie d'ailleurs à réaménager, à réenchanter l'avenue pour 2030 pour que les locaux se réapproprient cette avenue. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi sur ce plateau. C'était un plaisir de parler des macarons, des préparations culinaires. On se retrouve dès la semaine prochaine. À très vite.